Bonsoir à tous, l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Découvrons ensemble le sommaire de cette édition du 19h le week-end. Le meeting Hercules-EBS plus fort que la crise sanitaire. Malgré la complexité de la situation internationale, l'édition 2021 a tenu toutes ses promesses avec des records engrangés, record du stade ou bien encore 4e meilleure performance de l'histoire. Nous entendrons également le prince Albert II qui était dans les gradins avec ses enfants. Et nous dresserons enfin un bilan de ce meeting qui restera hors norme avec le vice-président de la Fédération monégasque d'athlétisme, Bernard Fautrier. C'est la saison des ventes aux enchères et Monaco est le lieu idéal pour accueillir les plus grandes maisons. C'est le cas de Christie's qui met en vente des œuvres d'art et des bijoux d'exception au restaurant Cipriani. Et des bijoux uniques sont également exposés jusqu'à la fin du mois d'août au Grimaldi Forum. Le vernissage a lieu aujourd'hui. Diane Venet présente sa collection de bijoux d'artistes. Certains sont signés Picasso ou Jeff Koons pour ne citer qu'eux. Elle sera notre invitée et nous racontera l'histoire de cette collection. Les Sérénissimes de l'humour ont changé de terrain de jeu le temps d'un week-end. Le festival monégasque s'est exporté à Valberg avec à l'affiche plusieurs humoristes montants, notamment Vanessa Caillot ou Denis Maréchal. Une équipe de Monaco Info était sur place. Comme chaque samedi, la chronique littéraire, elle portera sur l'ouvrage L'homme qui peignait des âmes de Metin Arditi, un récit initiatique qui a pour toile de fond la Palestine de la fin du XIe siècle. Le prince Albert II a assisté à ce meeting en compagnie de ses deux enfants, heureux que cette belle soirée d'athlétisme à 2 semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo ait bien pu avoir lieu. C'est formidable, on a vécu encore un très beau meeting avec d'extraordinaires performances, avec des athlètes, on sent, qui ont envie de bien figurer avant les Jeux. Et puis aussi le fait qu'on ait plus de spectateurs que l'an dernier, qu'on ait un petit peu plus de 8000 spectateurs. Je pense que pour les athlètes aussi c'est très important, parce que malheureusement à Tokyo, ils n'en verront pas beaucoup. Et nous sommes à présent avec le vice-président de la Fédération monégasque d'athlétisme. Pour les organisateurs du meeting, il a fallu garder beaucoup de sang-froid pour parvenir à monter une édition dans le contexte sanitaire international que l'on connaît. Bonsoir Bernard Fautrier. Bonsoir Patricia Navarro. Cette année encore, la performance est autant à mettre au crédit des athlètes que des organisateurs. Côté organisation, justement, peut-être pour débuter, quel bilan dressez-vous de cette édition 2021? Vous avez bravé en quelque sorte la Covid et ses conséquences. C'était effectivement, une fois de plus, une organisation qui était un petit peu hors norme, pas autant que l'an dernier, où on a finalement été en 2020 pratiquement le seul meeting à pouvoir être organisé de toute l'année, mais c'était encore quelque chose de hors norme, puisqu'il continue à y avoir un certain nombre de prescriptions sanitaires, et c'est bien normal à respecter. On avait une jauge qui était à 8500 places, c'est-à-dire la moitié de la capacité du stade, et vous savez que dans les années normales on remplit le stade avec Hercules. Tout ça, ça a été rendu possible en fait par la grande coopération et le grand appui qu'on a eu de tous les services impliqués. Et finalement, on a pu, sans problème, alors on avait déjà expérimenté le problème l'an dernier, donc on était un peu rodé de ce point de vue-là, mais on a pu accueillir tous les athlètes qui souhaitaient nous rejoindre sans difficulté. Vous avez évoqué cette jauge. Est-ce que vous avez senti une joie décuplée de la part du public parce que ce type d'événement est resté rare au cours des derniers mois? Alors il y avait un public absolument extraordinaire parce qu'il n'y avait que 8500 personnes, mais je pense qu'ils ont encouragé et soutenu comme s'il y avait eu largement les 17 000 spectateurs qu'on peut espérer quand le stade est totalement plein. Je crois effectivement qu'il y avait un souci de retrouver une convivialité, un contact avec les athlètes, et ça n'est que bien normal après toutes les épreuves par lesquelles les gens sont passés ces mois écoulés. Côté sportif à présent, Bernard Fautrier, pas de record du monde, mais plusieurs records tout de même et pas des moindres.
Ben, on ne peut pas avoir des records du monde tous les ans. Et encore une fois, l'an dernier, ça a été une année absolument exceptionnelle parce qu'on était le seul meeting à pouvoir se dérouler, à pouvoir être organisé. Alors il y a un bilan qui est quand même très bon parce qu'effectivement, 4 meilleures performances de l'année, un record du stade avec ce 400 mètres et fabuleux du Norvégien, on ne lui en veut pas, qui a battu il y a une petite semaine le record du monde de la distance chez lui, mais il a fait une performance extraordinaire ici. Un 1500 mètres féminin qui est quand même la 4e meilleure performance de l'histoire, ce qui est assez extraordinaire. Un 3000 steeple féminin et un 3000 steeple masculin excellent. Et puis un 800 mètres fabuleux. Est-ce que l'on peut dire que c'était un peu la soirée des outsiders hier soir, notamment sur la course reine, le 100 mètres? Oui, alors il y a eu ces surprises, bien entendu. Encore une fois, je crois qu'il y a, alors surtout sur le sprint, il y a une tension extrême et sans doute aussi un souci d'éviter les blessures et d'être au mieux dans 3 semaines à Tokyo. Voilà, donc quelques surprises. Je m'adresse maintenant aux spécialistes et aux spectateurs tout à la fois. La nouvelle règle édictée par la Diamond League, la règle de la finale à 3, fait débat, notamment surtout chez les athlètes. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que l'athlète, par exemple, qui a réussi le meilleur saut après les qualifications, eh bien, tout est remis en jeu dans la finale à 3. Ce n'est pas forcément lui, et c'est ce qui est arrivé hier, qui remporte la mise. Ben, écoutez, moi je pense que sur le principe, c'est une bonne idée. Ça part d'un principe qui est de tenir en haleine l'épreuve. Et donc moi je fais pas, à ce stade, je ne fais pas de procès d'intention. Je pense que, comme toutes les choses nouvelles, il faut sans doute une saison entière pour que tout le monde s'habitue. Les athlètes d'abord qui doivent doser leur effort. Et puis encore une fois, tout l'encadrement et toute l'animation qui doit aller avec. Et on crée quelque chose qui est nouveau, qui change des habitudes, donc donnons un peu de temps avant de porter un jugement péremptoire. Bernard Fautrier, merci d'avoir dressé avec nous le bilan de cette édition 2021 du meeting Hercules EBS. Et merci à vous, Patricia. Au revoir. Et pour être tout à fait complet, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats de cette compétition, toutes disciplines confondues, sur le site internet du meeting. Sport encore avec les autres grands titres du jour en la matière. Le gouvernement a décidé de s'investir encore un peu plus dans l'accompagnement des athlètes monégasques. Bonsoir Yannick de Bever. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on témoigne cette convention de suivi médical signée entre l'État et le Comité olympique monégasque. L'objectif est d'accompagner les athlètes espoirs et de haut niveau du mieux possible sur le chemin de la performance. Et cela passe donc par un contrôle renforcé de leur santé. C'est le centre médico-sportif qui sera chargé des visites médicales et de l'accompagnement personnalisé de chaque athlète. L'AS Monaco FC disputait ce matin son 2e match de préparation pour la prochaine saison. Et cela s'est plutôt bien passé. Une victoire 3-1 face au Cercle Bruges pour les hommes de Niko Kovac. Les Monégasques enchaînent donc une 2e victoire après celle obtenue face à Salzbourg. Les Belges ont ouvert le score par l'intermédiaire de Velkovski avant que Monaco ne reprenne l'avantage avant la mi-temps. But signé Diop et Matsima. En seconde période, Pietro Pellegrini termine le travail en inscrivant le 3e but. Prochain match pour l'ASM le 24 juillet sur la pelouse de Wolfsburg. La Formule E va revenir dans les rues de Monaco l'année prochaine. Et ce e-prix de Monaco devient par la même occasion un événement annuel. La FIA a communiqué hier le calendrier provisoire du championnat du monde ABB Formule E 2021-2022 et Monaco figure parmi les étapes de la saison. Un rendez-vous fixé au 30 avril pour les pilotes qui courront donc sur ce mythique tracé monégasque pour la 2e année consécutive. Monaco a su devenir, comme en Formule 1, un arrêt incontournable de Formule E. Le mois de juillet est chaque année synonyme de vente aux enchères prestigieuse à Monaco. La saison s'est ouverte avec une formule d'expo-vente d'œuvres d'art et de bijoux proposée par la célèbre maison Christie's au restaurant Cipriani. À l'issue du repas, vous pouvez repartir avec une œuvre, une initiative destinée à renouer les liens avec la clientèle après une période troublée par la crise sanitaire. Écoutez Nancy Dota, la directrice de Christie's Monaco. Elle est interrogée par Charlotte Morel.
Moreno. Ce sont des œuvres qui sont à la vente et nous avons voulu garder un peu le thème de la Côte d'Azur et vous voyez par exemple derrière moi un Christo très aérien, on dirait qu'il a toujours été là d'ailleurs. On a un Helmut Newton. Helmut Newton, il a vécu à Monaco, donc un clin d'œil à Newton. On a donc deux Giacometti, on a des Chagall, des Miro. C'est des artistes qui ont travaillé ici. Donc voilà, on a créé aussi bien des œuvres contemporaines que du XXe siècle pour avoir le goût pour tout le monde. Et vous avez encore une petite semaine pour prendre part, si vous le souhaitez, à cette expo-vente. Elle se tient, je vous le rappelle, au Cipriani jusqu'au 18 juillet. Une grande histoire d'amour se cache sous l'exposition dont nous allons maintenant vous parler. Diane Venet fait découvrir au Grimaldi Forum sa collection personnelle de bijoux confectionnés par des artistes. Elle dispose d'un véritable petit musée d'œuvres d'art miniatures qu'elle porte aussi et elle a souhaité partager ce trésor avec le public. Bonsoir Diane Venet. Bonsoir. Quelle est l'origine de cette incroyable collection ? C'est une origine qui remonte à 35 ans maintenant et qui est une histoire d'amour puisque c'est celui qui devait devenir mon mari. Alors à partir de là, il m'a gâté, il m'a donné des bijoux de ses copains artistes niçois, Armand, César. Et puis nous habitions New York et puis j'ai fait des rencontres et puis j'ai découvert un monde incroyable d'objets miniatures qui sont le reflet, enfin, qui sont ce que les artistes ont voulu faire un jour pour faire plaisir à une femme aimée à côté d'eux. Alors c'est ce côté intime, c'est ce côté personnel, c'est ce côté amoureux qui m'a plu et qui a fait que j'ai cherché, j'ai commencé à collectionner et de plus en plus et encore maintenant et encore la semaine dernière. Et oui, donc vous faites toujours des acquisitions, mais comment choisissez-vous les pièces ? Alors je choisis les pièces, ce sont toujours des artistes que je respecte, que j'aime, que je connais pour la plupart, à qui j'ai demandé très souvent des pièces uniques, mais quelquefois j'achète à des galeries ou à des éditeurs des petites éditions pour compléter la collection. Et est-ce qu'il y a également eu des commandes de votre part ? Viala, qui est un grand peintre français, à qui j'ai demandé il y a 3 ans de me faire un bijou. Il me dit, mais les bijoux, j'ai jamais fait un bijou, moi ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, écoute, réfléchis. 1 mois ou 2 mois après, j'ai reçu par la poste un collier que vous verrez à l'exposition, qui est en corde peinte, fait par lui, par sa main, pour moi, et je veux dire, c'est extrêmement touchant. J'imagine que lorsque l'on mobilise une telle collection de telles pièces, il faut prendre des précautions majeures. Mais vous savez, on prend des précautions, mais le musée, le Forum Grimaldi, c'est absolument formidable. Ils ont fait des expositions de choses, d'objets et de tableaux encore plus précieux que ma modeste petite collection. Si je pense à toutes ces expositions formidables que j'ai vues de Warhol, de Picasso, de Dali, et puis aujourd'hui de la formidable exposition Giacometti en bas, je veux dire, bon, moi je suis très modeste, puis vous savez, je ne prétends pas avoir le meilleur de tout. J'ai agi sur des coups de cœur et il y a peut-être des choses qui sont encore meilleures, mais je me flatte de pouvoir présenter dans un espace relativement restreint 190 pièces à peu près d'artistes du monde entier et je ne vois aucun musée qui en taille réelle aurait pu exposer une telle variété, une telle richesse d'œuvres. Ça aussi, ça compte. Oui, c'était donc l'écrin parfait, le Grimaldi Forum. Mais à l'issue du mois d'exposition à Monaco, où partira la collection ? La collection sera présentée au Luxembourg fin octobre, le 22 octobre très exactement. Diane Venet, merci pour cette présentation de l'exposition que vous signez au Grimaldi Forum jusqu'au 29 août. Merci beaucoup. Bonsoir. Diane Venet le mentionnait, le Grimaldi Forum présente en effet conjointement 2 expositions, donc celle de ses bijoux d'artistes et l'exposition Giacometti, toutes les 2 jusqu'au 29 août, une idée de sortie culturelle en cette période estivale. Les vacanciers qui se sont tournés vers la montagne en ce mois de juillet peuvent quant à eux s'offrir une tranche de rire à Valberg, où les Sérénissimes de l'humour, créés à Monaco, ont choisi de s'exporter le temps de 2 soirées d'été et une équipe de Monaco Info a également fait le déplacement pour y assister. Reportage de Juliette Rappert, Orazio Gagino et Gianfranco Bortola.
Ils sont présents depuis 16 ans en Principauté, pourtant le temps d'un week-end, c'est au lac du Sénateur, entouré de montagnes et de verdure, qu'un plateau multi-artistes se produit sur scène. Nous avons fait une expérience l'année dernière déjà à Valberg, au mois de février, où nous avions fait les Sérénissimes de l'humour au gymnase, et puis on s'était dit de peut-être essayer de le faire en plein air et de changer un peu le concept. Vous êtes allongé là dans l'herbe et vous avez devant vous des artistes qui vont vous faire rigoler, vous venez en famille, vous mettez votre plaid, vous pouvez presque emmener votre pique-nique pour ce soir et c'est sympa. Un cadre idyllique en pleine nature qui a su ravir les artistes présents pour faire les tests son avant le spectacle du soir. Jouer de plein air, en plein jour, c'est pas tout à fait pareil. Donc il y a un truc, voilà, ça va être chouette, quoi. C'est hyper dépaysant, c'est-à-dire que moi j'avais oublié que c'était en plein air déjà, et on est arrivé et là hop, la scène est installée, il y a un lac derrière, c'est super beau. Prendre un télésiège, marcher sur un sentier pendant 1 heure pour arriver là, c'est dur, mais ça vaut le coup. 6 artistes se partagent la scène, notamment Denis Maréchal, Vanessa Caillot ou encore Célig. Les Sérénissimes de l'humour reviendront sûrement l'année prochaine à Valberg, mais ils seront surtout à Monaco du 10 au 13 novembre prochain. Parmi les autres informations du jour à retenir, le réseau d'entreprises Exclusive Brands Torino devient partenaire officiel du pavillon de Monaco à l'exposition universelle. Yannick. Déjà ambassadeur de la destination Monaco, IBT s'associe encore un peu plus avec la Principauté. Ce réseau d'entreprises Made in Italy a créé une gamme de produits d'excellence aux couleurs du pavillon de Monaco à Dubaï. Albert Croesi, commissaire général du pavillon de Monaco à l'Expo 2020 Dubaï, était l'invité ce jeudi d'Exclusive Brands Torino au centre des congrès de l'Union industrielle de Turin. Le 16e festival d'orgue se poursuit dimanche. Béatrice Pierteau et Yannick Merlin présentent Musique à 4 mains d'aujourd'hui. Le duo Merlin est une valeur sûre, expérimentée et reconnue dans le monde grâce notamment à une virtuosité, une énergie et un lyrisme qui leur est propre. C'est donc un concert d'orgue à 4 mains qui aura lieu ce dimanche à 17 h depuis la cathédrale. Le théâtre du Fort Antoine donne rendez-vous mardi à tous les amoureux de la chanson française. De Charles Trenet à Claude Nougaro, d'Yves Montand à Georges Brassens, en passant par Jacques Brel et Édith Piaf, c'est un florilège des plus belles chansons du siècle dernier qui vous attend ce mardi au Fort Antoine. Tout cela interprété par Anne Carrère et Guy Giuliano, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une soirée de prestige ce mardi 13 juillet à 21 h 30. Un peu de lecture, une distraction qui séduit toujours pendant les vacances. Céline Sabine, conservateur adjoint de la médiathèque, nous conseille cette semaine L'homme qui peignait les âmes de Metin Arditi. Dans son dernier roman, Metin Arditi nous amène en Palestine à la fin du XIe siècle. L'homme qui peignait les âmes est le récit initiatique d'Avner, jeune fils d'une famille juive d'Acre. Alors qu'il livre du poisson dans le monastère orthodoxe voisin, Avner, qui est un jeune homme sensible à la beauté du monde, est subjugué par les icônes qui ornent l'église. Déterminé à devenir peintre d'icônes, il doit toutefois se convertir au christianisme et être baptisé, car comme lui enseigne l'un des moines, une icône ne se peint pas, elle s'écrit et est conditionnée à une foi profonde. Mais rien n'arrête Avner. Il se convertit dans le dos de sa famille, qui le rejettera en découvrant son activité blasphématoire. Ayant achevé sa formation de peintre, Avner part pour un long voyage à travers la Galilée, en compagnie d'un marchand musulman. Arrivé au monastère de Marsaba, entre Jérusalem et la mer Rouge, il y devient un iconographe reconnu, mais jalousé. Il s'attire en effet les foudres des autres moines, d'autant qu'il ne respecte pas les canons de cet art. Ce qui l'anime et l'inspire n'est pas la foi, mais le désir de montrer la beauté des êtres et de réconcilier les hommes. Metin Arditi, conteur de talent, délivre ici un message de paix, de liberté face au dogme, dans un livre où la beauté de la nature est exaltée et celle de l'homme révélée. Et ce journal ne serait pas complet sans les prévisions météo pour la journée de dimanche, Yannick. Eh bien, il fera beau, il fera très beau demain à Monaco avec quelques passages nuageux.
Comptez 28 degrés pour la maximale et une eau à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h57 pour se coucher à 21h14. Demain, dimanche 11 juillet, nous célébrons la Saint-Benoît. Merci, il est l'heure de nous quitter en photo avec un retour en images sur les temps forts du meeting Herculis EBS, des photos de Manuel Vitali. Et toute l'équipe se joint à moi aujourd'hui pour adresser toutes nos félicitations à celui qui signe fréquemment cette séquence de fin de journal, le photographe Michael Alési. Il a dit oui aujourd'hui à sa compagne Sandrine. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Demain à 19h, vous retrouverez l'émission de Yann-Anthony Noguez, 19h dimanche, et je vous retrouverai à 20h pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à vous.